De tout temps, l'être humain a cherché à grandir, à progresser, à se dépasser. Combien de prouesses, d'exploits, de projets fantastiques, de paris fous ont été réalisés grâce à la motivation. Chaque humain est doté d'un potentiel illimité que seule la motivation peut révéler, peut sublimer. La motivation est une énergie inépuisable disponible en permanence qui peut être transmise. Avec elle, l'impossible devient possible. Je vais mettre le micro, ça ira mieux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'espère que vous êtes en pleine forme. Quelle semaine, une semaine qui passe très vite. On a eu des invités magnifiques et ça continue. Souvenez-vous, Franck Pierrot, lundi soir, ex-GIGN, Nicolas Rimbaud, ancien basketteur professionnel. On a eu hier soir Valérie Busque, on a eu Pascal Sanchot, guide de haute montagne, secouriste, c'était mardi soir. Hier soir aussi, Mélinda Limoges. Anthony Berthoud, c'était mardi soir. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir deux magnifiques personnalités. On va parler ensemble de déclic, de rêve, d'action, d'audace. À 19h15, je recevrai Dominique Jorandon. Dominique qui vit avec la maladie depuis l'âge de 17 ans. Et elle nous dira justement comment elle a vécu avec et comment elle a conduit ses projets. Et puis à l'instant, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre Mastalski. Pierre, je te salue, sois le bienvenu. Merci beaucoup Franck, bonsoir à toutes et à tous. Écoute Pierre, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, c'est la question que je pose à chaque début de soirée. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter? Alors Pierre Mastelski, 55 ans, donc ça y est, j'ai 55 depuis très peu de temps. Parcours plutôt classique, école de commerce, voilà, plutôt de la vente et du développement commercial. Et puis il y a quelques années, j'ai fait un virage un peu radical vers l'aventure, dont on va Ça, certainement c'est le moins qu'on puisse dire. ouais, on va certainement en parler un petit peu après. Et suite à cette, on va dire à ce changement de cap, j'ai forcément pris 2 directions derrière et donc maintenant je fais des conférences en entreprise où je partage ce que j'ai retiré au fond de cette parenthèse, un peu particulière. Alors, tu as aménagé le suspense, je te remercie. Je me tourne vers nos amis qui nous regardent là ce soir. Lucrèce, bonsoir. Lucrèce est une fidèle, je crois qu'elle est là depuis tous les soirs. Dominique est là, d'autres personnes. Donc, messieurs, dames, je vous laisse vous installer. Pendant que, écoutez, nous, on démarre, on va lancer les sujets. S'il vous plaît, messieurs, dames, quand vous arrivez, dites d'où vous venez, d'où est-ce que vous nous regardez. Alors, Pierre, tu as opéré un virage à combien? 180 degrés. Il y a combien? Une petite quinzaine d'années de ça. Alors Oui, que tu étais peinard, enfin peinard, j'exagère sans doute, mais tu étais cadre commercial dans une entreprise? ouais, alors j'étais associé co-gérant à cette époque-là dans on va dire une petite PME d'une dizaine de personnes, donc 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires, petite structure. Puis oui, après avoir eu un parcours, vraiment axé sur le développement commercial, développement d'entreprise et création d'entreprise, dont certaines, continuent à fonctionner, et d'autres, une notamment, c'est plutôt mal passé. Mais bon, ça ça fait partie du plan, on va dire. Alors, Pierre, tu m'excuses, en permanence, comme toi, j'ai un œil sur les commentaires. Je t'en prie, hein. Donc, je vois Patricia, bonsoir Franck, bonsoir Pierre, Île-de-France pour ma part. Mathieu, qui était là hier soir, qui est aussi un aventurier, hein, Mathieu. Un jour, je lui proposerai de venir. Vive l'aventure. Martine, toujours depuis la Côte d'Azur. Voilà, écoutez, messieurs, dames, vous êtes les bienvenus. Alors, Pierre, quand tu démarres une conférence, je pense à une conférence TEDx en particulier, tu demandes aux gens de fermer les yeux. Est-ce que
tu peux faire le même exercice avec nous, mais il faut qu'on en dise quand même un petit peu plus. Tu as traversé l'Atlantique à la rame en 2012. C'est un truc de fou. On va y revenir, mais ce que j'aimerais, à défaut d'avoir, tu vois, le son de la mer, que tu nous demandes de faire le même exercice, de fermer les yeux. Et là, qu'est-ce que tu vois pendant 42 jours et que tu entends et que tu ressens? Alors c'est ce que j'aime à dire, il faut s'imaginer finalement, quelque chose d'assez démonté, d'assez calme à la fois, heu, qui est toujours, identique, et surtout qui est d'une violence et à la fois, d'une beauté qui est assez inimaginable. Moi je m'étais souvent posé, la question de ce qu'il y avait, vous savez quand on regarde au loin, qu'on voit l'espèce de ligne d'horizon qu'on voit là d'ailleurs, sur Mmh. l'image, de ce qu'il y avait derrière, en fait, cette ligne d'horizon. Et je me suis surpris finalement au milieu de l'océan à me retrouver entre 2 lignes d'horizon. C'est-à-dire que j'en avais une devant et une derrière, quoi, chose que j'aurais jamais imaginé, possible. Et en fait derrière la ligne d'horizon, bah, il y a simplement, qui l'on est, et on est seul face aux éléments et donc on est seul face à soi-même, et il y a rien d'autre que ça au fond. Il y a cette, c'est pas le fait de se retrouver, mais c'est Ouais. comme une introspection ou un voyage intérieur, mais que l'on vit pleinement, quoi. Alors, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment il y a eu ce que j'appelle moi un déclic? Tu me disais que tu étais cadre commercial, hein, et puis te voilà au salon nautique à Paris, hein, je crois, et là, il y a un homme devant cette coquille de noix, hein, sans dévaloriser, qui te parle et ça a changé ta vie. Explique-nous. Oui, mais en fait, moi, j'ai été au salon, j'ai été invité par un pote, on s'était pas vu depuis très longtemps et l'objectif, c'est vraiment de se retrouver, de partager des bons moments, boire des coups, enfin bref, passer un moment. Donc j'y étais vraiment sans aucun a priori. La mer, c'est pas mon élément du tout, j'aime pas l'eau, personne dans la famille, donc je suis un vrai terrien, en fait. Et puis au détour d'un stand, j'ai vu au loin, effectivement, ça ressemble à une aile d'avion. On voyait que ça n'a pas de mât, donc j'étais plutôt intrigué et c'est la curiosité qui m'a rapproché Mmh. de cette chose, parce que je savais même pas lui donner un nom. Et quand je suis arrivé à côté, il y a un petit bonhomme, j'aime bien dire petit parce que moi je suis pas très grand, mais il était un peu plus petit que moi encore. Il était plus âgé et il m'a demandé si je voulais des renseignements. Alors bien entendu que j'en voulais et à chaque fois que je lui posais des questions, il avait toujours des réponses sensées. Et donc je me suis dit: «Mais c'est incroyable quoi, en fait, Mmh. alors que et pour moi, faire ce genre de choses, c'est exactement ce que je lui ai dit, je lui ai dit: «Mais faut être complètement taré, Mmh. pour traverser un océan, à la rame, ou alors vraiment costaud». Bon, moi, je suis ni l'un ni l'autre, hein, ni taré ni costaud, donc de fait, c'était pas pour moi. Et voilà que ce petit vieux m'explique que lui, il avait fait 2 ans avant. Donc j'ai vraiment franchement cru, moi, au début, qu'il se moquait de moi, mais Mmh. vraiment. Et puis il m'a simplement dit que c'était vrai, il m'avait expliqué, il m'a montré aussi un certain nombre d'images, et donc dans ma tête, je me suis dit: «Mais en fait, à demi-mot, il essaie de me faire comprendre que moi qui n'y connais rien du tout, qui n'ai vraiment aucune connaissance de la mer, aucune expérience, bah, je pourrais faire un truc comme ça peut-être». Mmh. Et je me moquais aussi à ma manière de lui. Il m'a simplement dit que la question, la réponse et la décision surtout m'appartenait. Et il est parti renseigner quelqu'un d'autre et je suis resté seul devant ce bateau avec cette question en tête, que la décision finalement seule m'appartenait. Et donc j'ai décidé finalement un mois après ouais, de me Et lancer dans cette aventure, quoi. donc le ver était rentré dans le fruit, hein, si tu me permets l'expression, hein, c'est-à-dire que là, tu aurais pu passer boire un autre coup, hein, finalement, et Ce puis, que j'ai fait. et donc tu es passé à l'action? Oui, en fait, je me suis surtout dit une chose, c'est alors on va beaucoup parler d'autorisation, mais je me suis peut-être autorisé pour la première fois à faire quelque chose de soi-disant, différent, mais qui au fond me faisait rêver. Je peux pas Ouais. expliquer pourquoi, parce que je comprends que ça puisse pas faire rêver tout le monde de traverser un océan seul, en solitaire, sans assistance, sans escale, enfin c'est et le fait d'imaginer qu'on ne puisse peut-être pas revenir, parce qu'il y a cette donnée-là. Mais moi, ça m'a vraiment fait rêver, Mmh. de pouvoir me retrouver seul aussi longtemps, de pouvoir, peut-être me retrouver comme dans les bouquins d'aventure, qu'on lit petit, et donc je me suis dit: «Surtout si je le fais pas maintenant». Alors c'est sûr, je le ferai jamais.
Et des trucs que j'ai envie de faire, que j'ai jamais fait, j'en ai une liste longue comme 18 bras, quoi. Comme nous toutes et tous d'ailleurs, on a toujours des choses qu'on aimerait faire, qu'on a envie de faire et au fond qu'on fait jamais. Je me suis simplement autorisé, en l'occurrence, à le faire, quoi. Alors c'est ça qui est intéressant. Tu vois, là, une question qui me vient. Euh, ce déclic-là, combien de temps il a mis pour mûrir et pour arriver sur ce projet? À la phase concrète, hein, c'est-à-dire, tu as repris contact avec ce petit monsieur, tu disais, hein? Moi, ça a mis globalement entre vraiment la prise de décision et le démarrage, il y a un gros mois, hein, pas plus. Et après, entre ce gros mois et le début et le départ, il y a un an. Donc c'est un an de préparation, de recherche de partenaires, d'apprentissage parce que j'y connaissais rien du tout. Et puis surtout de continuer aussi à travailler en même temps enfin bref, voilà, c'est une année assez dense, mais à la fois comme l'objectif était daté et au fond clairement défini et très engageant, on trouve, finalement le temps, qu'on n'a soi-disant pas avant, pour faire un certain nombre de choses dont il est «important» entre guillemets de faire, quoi. Donc c'était une année un peu dense. Alors, je me tourne à nouveau vers les personnes qui nous suivent là ce soir. J'ai une question, messieurs, dames, à vous poser. Est-ce qu'il y a eu dans votre vie un déclic qui vous a amené à changer de trajectoire, pratiquement à 180 degrés, hein, comme Pierre, et tout ça s'étant déroulé sur quelques toutes petites semaines, entre le moment où il y a eu le déclic et le moment où vous êtes passé à l'action. Donc, ma question, est-ce qu'il y a eu un déclic qui a changé votre vie? Pierre, est-ce que tu crois au hasard? Je vais te dire pourquoi je te pose la question. Alors moi je crois pas, il y a pas de hasard en fait. Il y a des rencontres, c'est celles que j'ai faites notamment sur ce salon. Si d'ailleurs on revient en arrière sur toutes les choses, c'est un copain qui m'a fait venir. Enfin bref, il y a pas de je me suis certainement pas retrouvé là par hasard. Ouais. Si j'avais rencontré, sur le salon nautique le fameux grand costaud taré que je pensais Mmh. qu'il faille être pour faire ça, il y a de fortes chances que je l'aurais pas fait. Parce que Ouais. ça Et, validait exactement mes a priori et donc je suis tombé sur un mmh. petit vieux, donc c'est pas un hasard si je suis tombé sur lui, Et qui sinon avait j'aurais traversé certainement l'Atlantique, donc ouais. exactement, Et, sinon j'aurais et certainement donc, jamais fait. c'est un projet qui semblait accessible, hein, comme ça, hein, comme c'était un petit monsieur. Visiblement ça l'est puisque je l'ai fait. Donc Mais c'était pas si inaccessible que ça. et ton regard dans ce salon nautique, ton regard a été attiré vers cette coquille de noix. Heu, Pierre, comment tu as préparé ça? Alors, laissons de côté, si tu veux bien, l'aspect, purement, matériel, mais simplement l'aspect psychologique. Tu es marié à l'époque et toujours, tu as 2 enfants. Comment tu t'es préparé mentalement? Et avec tes parents aussi, hein? Je crois que ton papa t'a dit: «Bon, tu as pas autre chose de mieux à faire?» En fait, le tout départ, donc déjà j'ai eu la chance que mon épouse, me laisse traverser. C'est-à-dire qu'elle a bien vu au fond que ça me faisait briller les yeux et que donc j'ai eu cette chance-là parce que je pense que si ça n'avait pas été le cas, peut-être que je l'aurais pas fait, je ne sais pas. Mais elle a vu que j'avais véritablement envie de le faire, donc ça ne veut pas dire qu'elle a été tendre avec moi puisque directement et la réalité revient, «Et si tu ne reviens pas?» Chose à laquelle j'avais pas forcément pensé, Mmh, puisque moi je pars de toute façon pour traverser. Donc ouais. ne pas revenir, c'était pas quelque chose que j'avais intégré. Mais la réalité fait que, donc tu remets à plat un certain nombre de choses, avec les contrats de mariage, la maison, tu remets à plat beaucoup de choses. Et à la fois, ton entourage proche, donc tes parents au début, que ce soit ma frangine ou tous les potes, forcément, hem, ça leur fait peur, mais à juste titre. Et donc c'est dans un premier temps, c'est pas sur «eux» entre guillemets qu'il faut aller chercher ou qu'il a fallu que je m'appuie pour avoir de la confiance ou du soutien. Mais c'est venu par après. Une fois qu'ils ont vu que je me préparais sérieusement, que je m'entourais avec les bonnes personnes, donc avec des gens qui avaient déjà traversé, qui me transmettaient finalement l'expérience que je n'avais pas, pour que je puisse avancer, non pas le plus rapidement possible, mais avancer avec les bons éléments, et pouvoir surtout m'appuyer sur des gens qui l'avaient déjà fait. Et donc avoir un retour d'expérience, qui permette de progresser, quoi.
Et donc c'est dans un deuxième temps, finalement on va dire que ce soutien arrive et puis au fur et à mesure de l'avancée, finalement la préparation quand on dit mentale, eh bien ce sont tous ces gens autour qui vont vous faire gagner du temps, qui vont vous permettre de désacraliser ce que vous imaginez comme étant très compliqué. Par exemple, moi je me faisais un monde, de comment j'allais m'orienter, quoi. Je ne savais pas du tout, comment j'allais m'orienter, hein, ou les nœuds ou, un certain nombre de choses. Et donc, mon parrain m'a tout simplement expliqué, il m'a dit: «Bah, tu as un GPS, hein, donc tu as 2 points abscisses ordonnées, si tu sais faire 2 points sur une carte». J'ai dit: «Oui, ça je sais faire». Il me dit: «Bah, voilà, tu as une carte marine, tu as un GPS, tu mets 2 points, une fois le lendemain, tu mets 2 points et au bout de 2 points, tu as une route». Ouais. Et je lui ai dit: «Et Bah c'est oui. tout?» Il m'a dit: «Oui, c'est tout». Bon, Ouais. bah, voilà, je me suis enlevé un problème, entre guillemets. Les nœuds, c'est pareil. Quand j'ai commencé à regarder, j'ai dit: «Mais il y en a combien des nœuds? Je vais jamais m'en sortir». Il m'a dit: «Tu as besoin d'en faire un seul, c'est le nœud de chaise. Par contre, il Mmh. faut que tu saches le faire de jour comme de nuit, les yeux fermés, pendant 1 an, j'avais un petit boot dans ma poche et je faisais des nœuds de chaise et des nœuds de chaise et des nœuds de chaise et des nœuds de chaise. Et quand je suis arrivé à Cayenne, il a fallu vraiment que je fasse un nœud à ce moment-là parce que la mer était démontée, qu'il fallait que je me fasse remorquer pour qu'on m'emmène à terre. Et ben, on me l'a envoyé un gros bout de nuit et j'ai fait un nœud les yeux fermés et c'est parti, quoi. Donc voilà, c'est cette préparation-là, entre guillemets, c'est seul, sur ce que tu mets «seul on ne fait rien», mais surtout, Mmh. c'est super important, entre guillemets, c'est facile à dire, mais on a tendance à l'oublier, à Mmh. terre. Moi, je Mmh. me suis rendu compte qu'en mer, paradoxalement, même si j'étais seul, j'ai jamais été seul sur ce bateau. Mmh. Pourquoi? Parce que si je m'y suis retrouvé, j'ai toujours entouré, finalement des personnes qui m'ont transmis, tout ce qui m'a permis, au fond d'aller de l'autre côté, quoi. Et y compris, tu nous raconteras ça tout à l'heure, ce que ton fils t'avait conseillé, hein, il avait 10 ans à l'époque, hein? Ouais, on en parlera tout à l'heure, ouais, OK, tu hein. me diras. Ouais, ouais, mais c'est très touchant quand tu racontes ça, hein. C'était, la une ligne d'arrivée que tu n'avais, que tu as failli ne jamais franchir. Tu avais très souvent, ta famille au téléphone pour te remonter un peu le moral? Alors on a Parce fait qu'il y a différents. il y a des hauts et des bas, hein, j'imagine, hein? Il y a que ça, en fait, hein, mais c'est pas très éloigné, au fond, de ce qu'on vit à terre, hein. Quand une journée démarre, on est souvent assez enthousiaste et puis elle se déroule pas forcément comme on l'avait prévu. En fait, jamais d'ailleurs. Là, c'est clairement pas toi qui décides, de toute la journée puisque ce sont les éléments qui imposent un certain rythme, Mmh. et qui est pas du tout le tien, quoi. Donc soit tu te «décides» entre guillemets, où tu dis que tu vas être plus fort que les éléments mais ça va durer une petite journée, puis après tu vas vite comprendre que ça n'a pas d'intérêt et que c'est pas possible surtout parce que c'est une espèce d'énorme machine à laver qui n'arrête jamais. Soit on va dire, tu te fonds dans ces éléments, tu t'adaptes, à ces éléments, et donc tu ne luttes pas contre. Tu fais avec et tu t'adaptes à cet environnement qui est mouvant, mais qui au fond, quand tu le prends de cette manière-là, lui ne change pas. Ça, c'est sûr, il reste ce qu'il est. Par contre, toi, ta façon de l'aborder est totalement différente et donc la façon dont tu vas continuer les jours prochains n'a rien à voir, quoi. Donc là, on est vraiment très, très bon là-dedans, donc cette capacité d'adaptation, quoi. Ce que tu dis me fait penser, tu vois, l'idée de s'adapter finalement aux éléments me fait penser à ce qu'avait dit Hélène MacArthur dans un Vendée Globe il y a 2 ou 3 éditions, en disant: «Les vagues, il faut pas les prendre de front, hein, il faut les prendre, il faut épouser la vague». Alors je suis pas marin, hein, mais j'avais bien aimé cette idée-là et on peut faire des analogies avec la vie de tous les jours, hein. Pas rentrer en confrontation en permanence parce qu'on va se fracasser un jour et on s'use et on casse le bateau. Oui, puis alors il y a une vérité, il y a une vraie réalité, c'est que la mer, elle est, enfin moi je l'avais jamais, donc je la connaissais pas, donc c'était peut-être d'ailleurs un avantage. C'est que je ne savais pas à quel point elle Mmh. pouvait être aussi puissante et aussi Mmh. impressionnante. C'est-à-dire que même dans des périodes de tempête ou des périodes qui ne le sont pas, tu as des passages où tu vois des vagues d'une hauteur que tu as jamais vue, quoi, et que tu dis: «C'est pas possible, il y a encore plus grand que ça». Et il y a encore plus grand et il y a encore plus grand. Donc en fait, ça s'arrête jamais. Donc très rapidement, tu reviens juste à ce que tu es, c'est-à-dire pas grand-chose. Et donc l'humilité, si tu n'en avais pas, et ben, tu as intérêt à vite l'acquérir
parce que sinon ça va être très compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est justement ça, c'est que quelle que soit, on va dire sa puissance ou sa taille, elle te laisse passer ou pas. Ouais. Et c'est pas toi qui décides. Si à un moment elle décide de pas te laisser passer, tu passeras pas quoi, c'est comme ça. Et donc c'est pour ça que tu parlais tout à l'heure de course au large, notamment la voile, il y en a pas un qui dit qu'il part pour gagner. Mmh. Voilà, ils aimeraient tous gagner, mais il y en a pas un qui part pour gagner, il part pour y arriver déjà. Et s'il se trouve dans les bonnes conditions, alors il gagnera quoi. Je reviens sur les commentaires, Pierre. Changement de parcours total, oui, écrit Lucrèce. Déclic, changement quand j'ai eu mes enfants avec leurs spécificités. De spécialiste coloriste en architecture, j'ai d'abord créé une association pour les enfants à haut potentiel intellectuel. Puis maintenant, je suis consultante pour ce profil et coach. Martine, Dominique, oui, qui parle de déclic aussi, on en parlera tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas, messieurs, dames, à me dire qu'est-ce qui a provoqué chez vous un déclic au point de changer votre vie. Pierre, quand tu animes des conférences, tu vois quoi dans les yeux des gens? De l'admiration? Non, parce que pour moi, ce que j'ai fait, c'est pas un exploit ou c'est pas je suis un monsieur tout le monde qui s'est autorisé à faire quelque chose de différent. Donc la grandeur de ce que j'ai fait, en fait, n'a rien de monstrueux, mais j'ai simplement voulu, vivre quelque chose qui me faisait rêver, et donc j'ai simplement mis les moyens en place pour aller au bout de ses rêves et j'explique, finalement, au fond, comment, on peut aller au bout de ses rêves et que ce qui nous paraît souvent extrêmement compliqué, en l'occurrence pour moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est pas, la hauteur des vagues, c'est pas la solitude, c'est pas le fait de pas pouvoir m'orienter, c'est pas le fait peut-être de pouvoir ne pas revenir, ou de quitter mes proches ou c'était de me décider. C'est-à-dire de C'est ça prendre la cette décision parce qu'au fond, tant qu'on n'a pas pris de décision, bah, il y a aucune bonne raison de faire des trucs, différents ou qui sortent de l'ordinaire, où on va mmh. forcément remettre en question l'environnement dans lequel on est, à l'instant T, et c'est à partir du moment où on a pris cette décision que tout peut commencer à changer. Pourquoi? Parce qu'on va pas voir les mêmes personnes, parce qu'on voilà, on part dans autre chose. Donc ce moment-là, c'est un moment de rupture, mais c'est surtout le moment le plus important pour moi parce que j'avais mes enfants, une famille. Bref, j'avais tout quelque part pour être heureux, un bon Oui, c'est job, ça, ça se passait plutôt bien. Enfin, j'avais pas de «raison» entre guillemets, mais il y a pas de bonne absolument. raison. Oui, Voilà, il y a pas de absolument. bonne raison. Moi, c'était une envie peut-être un rêve inavoué, au fond. Mmh. Peut-être de revivre des aventures que j'avais lues petit, j'en sais rien. Heu, mais en tous les cas, c'était simplement m'autoriser peut-être à mon tour, hein, de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce que j'aime, tu vois, dans, ce que tu expliques, la prise de décision. Il y a incontestablement un avant et un après. Heu, Lorsqu'on est, par exemple, en souffrance professionnelle et on se dit: «Il va falloir que ça cesse». Mais entre le moment où, on décide, le moment où on souffre et le moment où on décide, il peut se passer des mois, des années. Et le moment où on décide, je trouve, est libérateur. Est-ce que tu as senti ça aussi pour toi? C'est-à-dire, te voilà libéré, tu vas assumer ta décision. Est-ce qu'on peut, faire ce parallèle avec toi? Oui, parce que forcément entre, la vie que tu as, qui est plutôt, on va dire, globalement bien réussie, heu, avec une vie de famille, avec une femme aimante, que j'adore, que j'aime, et que j'aime toujours. Forcément, Et tu qui nous peux écoute tout peut-être? oui, qui est pas très loin, qui peut tout remettre en question. Tu peux Ouais. tout remettre et donc tout casser. Donc forcément, la décision est lourde de conséquences, comme elle est lourde et difficile à prendre. Ceci étant dit, forcément, une fois qu'elle est prise, oui, il y a une espèce de libération parce que tu peux «enfin» entre guillemets te concentrer et partir Mmh. sur ce pourquoi tu as pris la décision. Mais je dis souvent que la décision, elle reste à un moment, parce qu'on me l'a beaucoup reproché, au début, en me disant: «Tu es égoïste, tu quittes ton» enfin bref, tu fous tout par terre, quoi. Et franchement, au début, ça m'a
Ça m'a Déstabilisé? travaillé, ouais, pas déstabilisé, mais ça m'a travaillé en me disant: «Mais c'est vrai, ils ont raison, c'est égoïste, en fait. Je veux vivre mon rêve et donc je suis prêt à tout planter». Mais au fond, toute décision est égoïste, Mmh. parce que c'est toi qui la prends. Mais tu la prends dans le cadre d'un contexte et dans le cadre d'un environnement dans lequel tu es. Donc tu la prends en connaissance de cause. Donc elle est pas égoïste. Elle a été en discussion avec mon épouse, avec mes enfants qui sont autour, que j'ai beaucoup non pas impliqués, mais que j'ai suivis pour qu'ils Mmh. pour qu'ils se sentent, d'ailleurs le bateau, c'était leur maison. Quand les gamins posaient des questions, ils avaient déjà les réponses. En fait, ils ont vécu cette traversée de l'intérieur, ils ont grandi à une vitesse, sur beaucoup de choses. Comme moi, j'ai beaucoup grandi et comme ils m'ont beaucoup appris aussi. Énormément appris, quoi. Alors je reste sur cet instant-là, j'ai grandi. Quand on grandit, on s'épanouit. Tu n'aurais pas fait ça, tu n'aurais pas grandi ou tu aurais grandi autrement, hein, en faisant autre chose. Mais grandir, c'est, on est sur le chemin de l'épanouissement. Tu aurais été sans doute, frustré, non? Si tu avais pas pris cette décision-là. Est-ce que finalement prendre des décisions comme ça, c'est le prix à payer pour être épanoui? Je sais pas si c'est le prix à payer, mais on va dire en recul, on n'en a qu'une de vie. Mmh. Ça pa enfin, il paraît que dans certains trucs, on en a 4, 5, 6, 7. On verra quand on sera chat, bigorneau ou mais pour l'instant, C'est on a ça. celle-là. Mmh. Et donc, autant essayer de je vais pas dire d'en profiter au maximum, mais en tous les cas d'en apprendre un maximum et de vivre un maximum de choses. Ça veut pas dire faire n'importe quoi et tout foutre par terre, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est qu'il y a un moment, il y a plein de choses qu'on a envie de faire et qu'on ne s'autorise pas à faire, toujours pour d'excellentes raisons du moment, Mmh. qui nous empêchent au fond parce qu'on est marié, parce qu'on a des enfants, parce qu'on a un boulot, parce qu'on a ci. En fait, mais et tout ça n'est qu'une question d'autorisation au fond Ah oui. et de choix, mais rien n'empêche de faire des choses différentes en ayant femme, enfant et un boulot. Par exemple, hem, et le fait si je reprends, si je fais un parallèle, à l'époque de la traversée, j'avais 42 ans, j'ai mis 42 jours. Je fais presque, c'est presque une journée en mer égale une année sur terre. Tellement c'est dense en puissance, en concentré d'émotions, en introspection, Mmh. en prise de Mmh. recul et à la fois en action. En mer, hem, contrairement à la terre, il y a un mouvement permanent. Donc il y a une dérive naturelle. Ça veut dire que si Du bruit en oh, permanence, oui. ouais, puis il y a une dérive, tu dérives, donc Mmh. c'est-à-dire que si tu mènes pas des actions régulières sur ton cap, de toute façon, tu arrives pas à l'endroit que tu t'es fixé, quoi. Mmh. Voilà. Bon, à terre, il y a ça s'appelle des aléas. Donc oui, Donc tu peux pas dormir non plus, tu es en tu dors perm quel voilà, tu es des en permanence en train de regarder ce qui se passe. Pourquoi? Parce que les éléments changent en permanence. Ça veut dire que si ouais. tu ne fais pas les réglages, bah, tu peux reculer. Enfin voilà, c'est compliqué. Donc tu es en veille permanente. C'est la Mais vie, 42 jours, c'est la vie finalement en réduction, mais tellement amplifiée, hein, c'est ça? c'est exactement ça. C'est un catalyseur, d'une vie normale, quoi. Mmh. Mais c'est ce que je dis souvent. À terre, il se passe exactement la même chose. Sauf qu'on a juste tendance à l'oublier, quoi. Ouais. Mais c'est exactement pareil, quoi. C'est-à-dire qu'on va pas décider de ce qui va se passer dans la journée, c'est pas vrai. On aimerait tellement d'aller un point A à un point B comme on se l'est prévu, d'accord, mais ça, c'est pas la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'on omet le fait qu'il y a des gens autour de nous, qu'il y a des événements, qu'il peut se passer des choses qu'on ne maîtrise pas et c'est juste normal, en fait. C'est pas anormal. Alors Pierre, le bateau qu'on voit là, dans la phase préparation, il était où? Chez toi, dans ton jardin, j'imagine? Dans mon jardin, ouais. Hein? Et donc les enfants montaient dessus, hein, ils visualisaient, ils disent: C'est là que sera papa pendant, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois». Ouais, en fait, c'était leur petite cabane, parce qu'ils rentraient à l'intérieur, voilà, ils se baladaient. Inès, faisait tout ce qui était un peu rangement, Valentin, c'était un peu mon coach sportif. Heu, voilà, donc Alors, c'était, mais pour eux, oui, c'était, toutes les questions qu'ils ont pu avoir. Les gamins ils ont pas d'a priori, hein. ouais. C'est les premiers fans, c'est les premiers rêveurs. Eux, ils se projettent, sur, les questions que j'avais de mes gamins, c'était,
la longueur des dents des requins. C'était des trucs comme ça, quoi. C'était pas tu vas pas revenir. Jamais ils ont Ouais, douté du fait que papa ne reviendrait pas. ça te Et donc, donnait une force magnifique, hein, j'imagine, hein? mais Ouais. oui, parce que c'est une spontanéité, une curiosité, une envie en fait qu'on a tendance nous à oublier en grandissant, en tous les cas à mettre de côté, et à ne plus s'autoriser finalement à avoir des yeux qui brillent, alors qu'on en rêve tous d'avoir les yeux qui brillent. Donc Mmh. s'autoriser ça, garder ce côté un peu enfant, qui est un peu quand même un peu écrasé par la vie, d'adulte, et de parents, et de contexte aussi. Mais garder ça, c'est important, parce que ça permet justement de rester, on va dire, ouais, avec les yeux qui brillent, et toujours regarder les choses, avec une voilà, en amenant toujours un peu de beauté. Alors parlons de ton coach sportif, qui s'appelle Valentin, hein, et qui t'a dit: «Papa, il faut que tu t'entraînes», hein, tu peux expliquer ça? À aller vite, c'est ça? En fait, ouais, en fait, mon gamin qui faisait beaucoup de BMX à l'époque, mais qui était quand même pas très jeune et il s'entraînait avec moi. C'est-à-dire que moi, je partais courir et lui me suivait en vélo et un jour, on revient d'un entraînement, il me dit mais là, il était super sérieux, quoi. Et il me dit: Il a 10 «Papa», ans, hein, à l'époque? ouais, il me dit: «Papa, il faut absolument que tu gardes des forces pour sprinter et aller à fond à l'arrivée, quoi». Comme une course de BMX, Magnifique. quoi, en fait, ce qui est un sprint de 40 secondes avec 8 pilotes de front, des vélos et des bosses, quoi. Et donc moi, au fond de moi, forcément, je souriais, mais j'ai pas voulu lui montrer. Donc je lui dis: «Mais tu sais Valentin, quand même, je serai tout seul. Donc il y a pas besoin de sprinter, j'ai personne à dépasser, en fait, je vais être tout seul». Et puis je te rappelle surtout que le bateau, il fait, plus d'une tonne, quoi. Donc avec mon petit gabarit, si tu veux sprinter, c'est un bien grand mot. En tous les cas, je me sens pas capable, je pense pas que je puisse le faire. Et pourtant, c'est exactement ce que j'ai dû faire. Puisque au moment de passer la ligne, j'ai failli ne pas la passer. Enfin bref, j'ai mis après 15 heures, j'ai mis 5 heures pour faire le dernier kilomètre. C'était une vraie galère. C'est-à-dire, je me suis retrouvé avec vent tournant, courant contraire. Enfin voilà, c'était pas le Donc tu étais moment, mais moi ramené j'ai au large à chaque fois, en à chaque permanence, fois quoi? que je prenais le bon cap, j'étais ramené au large, au large, au large, au large. Enfin, c'était le truc sans fin, quoi. Et épuisant. Et moi j'avais ramé 15 heures d'affilée, donc j'étais à 20 heures. Enfin, j'en pouvais plus, quoi. Et puis là, j'ai revu d'un coup le visage de mon gamin et j'ai entendu ce qu'il me disait, quoi. Et du coup, j'ai pris un cap beaucoup plus serré, donc pas du tout le même. Et là, j'ai sprinté, mais comme un malade, quoi. C'est-à-dire que j'ai ramé court, j'étais comme un fou, quoi. Et j'ai passé la ligne, quoi. Alors complètement en travers, à l'arrache, mais je l'ai passé, quoi. Donc en fait, les mots qui, moi, m'avaient fait vraiment rire, au fond de moi, mais c'est eux qui m'ont Mmh. permis de passer au fond, quoi. Hem Et donc c'est une belle leçon de mon gamin. C'est-à-dire que c'est vrai ce côté, spontané et moi qui m'opposais à ça et c'est pas m'opposer, mais pour moi c'était des a priori, quoi, et pourtant c'est exactement ce que j'ai dû faire, quoi, et c'est ce que j'ai fait. Donc je dis souvent: «Faut se méfier», des a priori on en a plein, plein, mais il faut vraiment s'en méfier parce que ça nous empêche juste de faire des choses, quoi. Ça nous Et empêche de les faire, quoi. quand on pense à nos enfants, quelquefois ça nous aide aussi à nous dépasser, hein. J'imagine que là, en termes de dépassement, tu as trouvé des ressources sans doute, insoupçonnées alors que tu es complètement musculairement, tu étais cuit, hein, c'est ça? En fait, on est alors musculairement cuit, c'est paradoxal, j'étais plutôt bien. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu sais, quand tu es pas loin de l'arrivée, tu sens l'écurie et tu as une espèce d'énergie. En tous les cas, ça voilà, ça revient, on a des ressources insoupçonnées. D'ailleurs, on n'imagine pas à quel point, on est capable de faire des choses. On a toujours tendance d'ailleurs à se sous-estimer de ce côté-là, mais le corps, c'est une sacrée machine et quand la tête et le corps sont en adéquation, alors, je veux pas dire rien n'est impossible, mais pas loin. En tous les cas, on peut s'autoriser beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, quoi. À condition, bien entendu, qu'on s'écoute, hein. L'objectif, c'est pas de se cramer, c'est pour aller au bout d'une traversée, mais pour aller au bout, de plein de projets, il faut quand même avoir de l'énergie, ça reste la base, 1re. Donc faire attention à soi, ça reste l'élément principal. Égoïstement, on tourne toujours autour du sujet de l'égoïsme au fond, mais il faut d'abord être égoïste pour soi, pour pouvoir être bien avec les autres. C'est-à-dire que si on n'est pas bien soi, je vois pas comment on va faire, pour être bien avec les autres, quoi.
C'est très important ce que tu dis parce que en entreprise, j'entends parfois des gens qui s'appuient un peu trop sur l'équipe en disant l'équipe va m'apporter et eux n'apportent, ils ont le sentiment d'apporter, mais en fait, ils n'apportent pas grand-chose. Et en fait, la base de l'équipe, c'est très important ce que tu dis, c'est ce que dit Nico Rimbaud aussi, tous les spécialistes du sujet. La base de l'équipe, c'est d'abord des individualités fortes. Hein, on est bien d'accord. Hein. Clairement. Tu as eu, tu as eu le sentiment, Pierre, d'avoir touché des limites? Est-ce que tu aurais pu, je dis pas rentrer sur Dakar hein, après Cayenne, mais est-ce que tu as eu le sentiment de toucher des limites? Alors, des limites, j'en ai touché régulièrement, en tous les cas des choses que je n'avais pas imaginées et qui dépassaient quelque part ce que je pouvais imaginer. Mais je m'étais préparé dans ma tête et dans mes provisions et dans plein de choses pour faire 55 jours. Ça, c'était mon objectif, entre guillemets. Donc, j'en fais 42. Ouais, donc Donc, tu en avais fait, un j'étais rap prêt. de une dizaine de jours. Ouais. Ouais, j'étais vraiment prêt, même en bouffe d'ailleurs. À la fin, je choisissais si je voulais 2 ou 3 desserts. Donc, c'était même Byzance sur la fin, puisque les rations que j'avais quotidiennes, eh bien, je me suis rendu Ouais. compte que j'allais arriver forcément Tu étais bien large. avant. Ouais, j'étais très, très large, donc je pouvais m'autoriser, plus de largesse, donc plus de plaisir, plus de moments, où, voilà, on se fait briller les yeux tout seul, quoi, avec pas grand-chose. On n'a pas besoin de grand-chose, en fait, on a tout, en fait, si c'est ce que j'en ai peut-être retiré le plus, on a tout au fond, dans les sociétés dans lesquelles on est et notamment en France, là où on vit, tout pour être heureux et pourtant ça va pas. Là, tu te retrouves avec l'essentiel et tu es très bien. Donc c'est peut-être la manière d'aborder les choses, c'est la façon de voir. Moi, ça a changé beaucoup de choses aussi de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on a tendance à oublier tout ce qu'il y a dans des regards, par exemple, parce qu'on n'a pas le temps, parce que ci, parce que ça. On a tendance aussi à s'oublier soi, alors qu'on reste l'élément premier, essentiel, de notre participation, collective. On a cette responsabilité-là collective. En fait, on oublie l'essentiel, et c'est peut-être ça le paradoxe, c'est qu'on a tout, sauf qu'on s'oublie. Donc se redonner une place là, dans ce dispositif mouvant est super important pour pouvoir l'aborder, l'affronter avec plus de facilité, plus de sérénité, peut-être un peu plus de dérision aussi, parce qu'on est, je pense, dans un monde qui est beaucoup trop sérieux, en tout cas qui se prend Hmm. trop au sérieux, et que parfois en déridant un peu les choses, ça va un peu mieux, quoi. Tu te dis héros ordinaire. C'est ça la bonne définition? Ouais, Parce que un papa héros. c'est chouette ça. Euh, C'est mes enfants qui me voient comme un papa héros. Moi, je reste un papa, pour eux, mais un papa qui a traversé l'Atlantique, donc c'est un grand papa. C'est un papa aventurier, c'est un papa, mais ça reste un papa, quoi. Oser ses rêves, c'est comme ça hein, que tu termines ta conférence. Oser ses rêves, on a chacun nos rêves, à chacun nos rêves en fait. Hein. L'essentiel, c'est de ne pas s'oublier, d'aller vers ses rêves, et puis à un moment, de passer aussi à l'action. C'est ça qui est essentiel. L'action, juste avant le déclic, hein, ou juste après, pardon, le déclic, il y a le déclic et après, on décide de faire quelque chose. Et c'est peut-être ça que les gens, quand ils te voient en conférence, ils trouvent peut-être admirable. Ils disent, ce gars-là, il a eu le courage de. Alors, on a tous et toute cette, possibilité, en fait. Le courage, il fait partie de chacun. C'est comme l'humilité, c'est comme le respect, c'est comme beaucoup de choses. On a tout ça en nous. Prendre des risques, s'il y en a qui ont moins envie que d'autres. Pourquoi? Parce que ça peut changer les choses, parce on peut se tromper, évidemment. Ceci étant dit, si les décisions ne viennent pas de nous, heu, peut-être que ce seront d'autres qui les prendront à notre place et ce ne sera pas forcément mieux non plus. Donc au fond, la prise de risque, elle est pas si importante que ça, puisqu'une fois qu'on est passé de l'autre côté de la barrière, eh bien, ce sont d'autres personnes, que l'on va rencontrer, d'autres projets, d'autres participations, d'autres énergies,
Et donc c'est forcément, la remise en question ou le recul qu'on va prendre qui vont nous permettre d'avancer et de grandir. On est dans un monde qui évolue, qui bouge, nous-mêmes d'ailleurs on bouge, hein, en permanence. Donc vouloir absolument rester, dans un format identique, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc lutter contre cet élément-là ou ce fait que ça bouge en permanence, il y a un moment, ça finira pas très bien. Donc autant se laisser, emmener dans ces mouvements-là, saisir des opportunités, rebondir avec des personnes qui donnent envie et oui et s'autoriser, à faire des choses. Je reviens à ce qu'on disait, moi, c'est le je me suis, à 42 ans, j'ai tout j'ai coché toutes les cases. J'ai bien travaillé, j'ai fait des études, alors j'ai pas fait les meilleures, mais j'en ai fait. Je suis rentré dans des boîtes, j'ai bien bossé, j'ai été respectueux de beaucoup de choses. J'ai monté une famille, j'ai et puis, il y a un moment, bien je voilà, cette personne-là m'a fait comprendre, au fond, que si j'avais véritablement envie de faire les choses, bah, fallait juste que je le fasse, quoi. C'est tout, quoi. Mmh. Tout le reste, c'est des conneries, quoi. C'est des histoires qu'on se raconte, c'est des barrières qu'on se met. On en a suffisamment autour de nous des barrières. C'est pas la peine d'en rajouter, quoi. Heu, donc ça fait du bien de les sauter, ces barrières-là. Ça empêche pas de revenir là où on était, ça n'a rien à voir. Mais en tous les cas, en attendant, on a appris beaucoup de choses, Tu et vois, on voit Pierre, forcément les choses différemment, quoi. ce que je trouve magnifique dans ton témoignage, hein, et c'est pour ça que je tenais absolument à ce que tu sois là ce soir et encore, 1000 merci, hein, d'avoir pris un peu de temps pour être avec nous. C'est que, une rencontre peut changer une vie. Moi, c'est un livre qui a changé ma vie. Tu as certainement lu, Pouvoir illimité, hein, de Anthony Robbins. Voilà, donc moi, j'ai lu ça, j'avais un peu plus de 20 ans, ça m'a changé la vie et c'est pour ça que je fais ça, aujourd'hui. Pierre, il y a un truc dont tu ne nous as pas parlé, mais parce que tu es quelqu'un de d'humble ou de modeste, c'est, l'association Basket aux pieds, qui est une association qui vient en aide aux enfants hospitalisés. Alors tu Oui. peux nous dire un petit peu ce que tu fais pour cette association-là? Et ça nous permettra aussi de parler, bah, de toutes tes autres activités sportives. Ouais, alors moi je me suis mis après cette traversée beaucoup à courir, mais beaucoup du trail surtout parce que pour moi c'était l'aventure à côté de la maison, pas loin et puis un recontact avec la nature, avec un soleil qui se lève et cetera et puis j'ai découvert une association qui s'appelait Basket aux pieds et je me suis demandé un peu ce qu'ils faisaient et puis, j'ai commencé à courir pour cette association en fait qui a développé un système de casque de réalité virtuelle, mais dedans avec que des vraies images de nature, et recadré sur un écran de cinéma pour que il y ait un apaisement en fait de l'enfant et notamment pendant les soins, pour éviter le traitement médicamenteux, et donc réduire, quelque part, le shoot qu'ils mettent aux gamins pour pouvoir faire des Mmh. ponctions lombaires, des soins qui sont souvent douloureux, Mmh. quoi. Donc j'ai trouvé le concept vraiment chouette, et donc j'ai commencé à être un coureur dit solidaire. Et puis au bout d'un petit moment, j'ai voulu moi être un peu plus, partie prenante dedans, donc intervenir dans les hôpitaux, auprès des enfants, former le personnel, et récolter des fonds aussi pour cette association, pour pouvoir multiplier finalement le nombre de masques mis à disposition pour les enfants dans les hôpitaux, quoi. Voilà. Magnifique. Bon et puis tu reviens de La Réunion, enfin tu y étais le mois dernier pour la Diagonale des Fous, Oui. hein, donc ça c'est des pour le commun des mortels, c'est déjà un truc fantastique. Alors je parle même pas de la traversée de l'Atlantique, hein et puis, tu as fait la petite trotte à Léon, hein. Ça c'est dans le cadre de l'Ultra Trail du Mont Blanc sur Chamonix, parce qu'il y a plusieurs courses en fait, hein. Ouais, il y en Quel a une est ton dizaine, je crois. Oui, parce que ça dure toute la semaine, hein, ça se développe, hein. Et quel est ton prochain, projet, Pierre? Parce que Ah, quand on a traversé l'Atlantique, je t'entendais dans tes conférences, hein, les marins disent en fait, c'est, l'Everest. Comment tu dis, Pierre? l'Everest de la route sud. Ouais, donc entre Dakar, c'est ça? D'est en ouest, hein, Ouais, sur, parce la Guyane. en fait, si vous avez suivi un peu le Vendée Globe, ils en ont parlé un peu à un moment, il y a le fameux poteau noir. Donc là, nous, on est en plein milieu de ça, en fait, donc c'est une zone qui est assez, chaotique. C'est-à-dire qui peut être à la fois très calme, donc redouté par les marins parce qu'ils ont plus de vent et à la fois très, démonté, on n'a rien de temps, donc tout arraché.
Donc voilà, c'est assez complexe comme endroit, quoi. Mais bon, la mer est complexe un peu partout. Pour quelqu'un qui n'a pas le pied marin. Alors écoute, je voudrais terminer par un peu de poésie. Tu connais cet homme-là, il est actuellement Oui, au, il est en au mer, beau ouais. au beau milieu des océans. J'ai regardé tout à l'heure, à son classement, il est 21e, en 21e position, hein, parce qu'il y a une mise à jour du classement quotidienne. Il est devant, juste devant, 2 places devant, Violette d'Orange, la cadette, Ah, la 23 petite ans. cadette, ouais. Incroyable. Voilà, donc on termine avec ce mot, il faut oser et croire en soi. Écoute Pierre, j'ai été très touché par, et j'espère surtout les personnes qui nous ont suivis, très touché par ton témoignage. Chapeau monsieur, bravo. Merci à Alors, vous. et je vais te présenter quelqu'un qui va aussi, messieurs, dames, vous toucher beaucoup. C'est Dominique. Bonsoir Dominique. Tu restes avec nous 2 secondes, hein, Pierre. Pas de Tu, problème. tu bouges pas, tu bouges Je pas. bouge pas. Bonsoir Franck, bonsoir Pierre. Bonsoir Dominique. Voilà, Dominique qui va. Alors, t'es pas à la veille de traverser l'Atlantique. Tu as descendu la Loire, mais on va voir dans quelles conditions. Exactement. Donc, je profite de votre présence à tous les deux vraiment pour vous remercier parce que c'est des témoignages comme ça qui permettent peut-être de créer un déclic chez les personnes qui nous regardent en se disant mais ça y est, moi je vais aussi passer à l'action. Pierre, mille merci. Écoute, je te souhaite une bonne soirée. Bonjour à tes enfants et à Valentin. Il est coach sportif maintenant, Valentin, 12 ans plus tard. Non, il finit ses études. Il a quoi, 22 ans alors, 22, 23 22 ans, ouais, 22. Ouais. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Pierre. À bientôt. Merci à vous et puis belle fin de soirée. Merci, voilà, et Pierre. puis demain soir, le sommet continue et se termine. Merci, Pierre. À bientôt. Merci. Au revoir. Dominique, je te salue. Et, merci de m'accueillir surtout. Voilà, et comme je le fais entre deux entretiens, messieurs, dames, si vous souhaitez prolonger des discussions de fond avec des techniques, donc là je m'adresse à des dirigeants, à des chefs d'entreprise. Si vous souhaitez travailler le collectif, vous voyez par exemple avec Pierre, on a parlé du collectif tout de suite. Le collectif, c'est une somme d'individus, mais qui a aussi travaillé sur soi. Si donc ce thème-là, vous en avez besoin pour aller plus loin dans les objectifs de vos entreprises, eh bien, ce séminaire-là, très franchement, il apporte une énorme valeur ajoutée pour vous et l'ensemble de vos collaborateurs. Voilà, donc vous avez reçu un mail vous donnant toutes les informations pour avoir accès à ce séminaire. Et si vous n'êtes pas dirigeant ou cadre dirigeant et que ce séminaire vous intéresse, n'hésitez pas, vous m'appelez et puis on en discute et on voit si ça peut coller pour vous. Voilà, Dominique, qui es-tu? D'où viens-tu? S'il te plaît, présente-toi. Alors moi, donc Dominique, je viens du centre de la France, à côté de Bourges. Voilà, j'ai 57 ans pour l'instant, une carrière en RH globalement, qui a démarré en compta mais qui a été prolongée en RH. Et avec, comme tu le sais, une maladie et un handicap invisible qui me poursuit depuis ma naissance. Voilà, et qui t'a été révélé lorsque tu avais 17 ans, c'est ça? Exactement. J'ai eu connaissance de cette maladie à l'âge de 17 ans, alors que je l'avais depuis ma naissance. Et à l'époque où ça m'était annoncé, en fait, ça a été annoncé relativement brutalement. Et je dirais, on m'a globalement dit, tu ne feras plus ça, plus ça, plus ça. Tu n'auras probablement pas d'enfant. Donc, en gros, si tu veux, c'était que de la négativité. En fait, il n'y avait absolument rien de positif. Et globalement, à 17 ans, en plus, c'est pas forcément l'âge le plus facile. Tu te dis, bah ouais, ma vie, elle s'arrête, quoi. Je ne serai jamais comme tout le monde et je ne ferai jamais rien comme tout le monde. Alors, et c'est là que démarre une nouvelle vie, mais tout ça, c'est pas fait en 5 minutes. Non, tout ça, c'est pas fait en 5 minutes.
En fait, tu parlais de déclic tout à l'heure, et en fait, le premier déclic s'est fait quelque temps après l'annonce de cette maladie, où un jour, j'ai un peu relevé la tête, on va dire, et où je me suis dit, de toute façon, cette maladie, tu l'as. Donc, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, tu vivras tout le temps avec, puisqu'elle ne se soigne pas. Est-ce que tu peux nous dire, Dominique, alors sans rentrer dans des détails médicaux, Ouais. bien entendu, hein, mais quels sont les symptômes? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Alors, déjà, cette maladie, c'est le syndrome d'Ehlers-Danlos, qui est une maladie de peau à la base. Et en fait, si tu veux, la maladie, la peau ne fait plus son rôle de protection en fait, des organes intérieurs. Donc, ça peut agir à différents niveaux. Moi, notamment, ça agit. Alors, j'ai une hyperélasticité de la peau, c'est-à-dire que je fais un petit peu ce que je veux de ma peau, je la tire un peu dans tous les sens. J'ai une hyperlaxité des articulations, ce qui provoque des entorses, des luxations, tout ce genre de choses. Donc là, il faut faire toujours attention à ce que l'on fait. Ça me provoque également des hématomes. Alors, hématomes, de toute grandeur, j'allais dire, mais il ne se passe pas un jour sans hématomes sur mon corps. Ça peut être du tout petit hématome jusqu'à l'hématome géant, on en reparlera probablement tout à l'heure. Et puis, alors il y a des douleurs quotidiennes aussi qui sont là, hein, je ne sais jamais d'où ça vient, mais ça vient, ça part, ça revient, ça repart. Et puis, une grosse partie aussi qui est le fait que je n'ai pratiquement pas de musculature. Et si je n'entretiens pas un minimum cette musculature moi-même, ou par de la kiné, parce que quelque part, je devrais faire de la kiné normalement tout le temps. Je l'ai fait sur quelques années au départ, jusqu'à ce que je découvre autre chose, et du coup, j'ai complètement arrêté ces séances de kiné, mais il faut que j'entretienne cette musculature. Et malgré, j'allais dire, l'entretien de cette musculature, il y a quand même pas mal de choses que je ne peux pas faire. Je ne peux pas m'accroupir, je ne peux pas me mettre au sol, je ne peux pas me relever, je ne peux pas soulever des choses qui peuvent être plus ou moins, alors quand je dis plus ou moins lourdes, pour moi, qui vont être légères pour toi, mais qui vont être plus ou moins lourdes pour moi. Donc voilà, c'est ce quotidien-là, il faut toujours faire très très attention de ne pas tomber, de ne pas se cogner, de pas… Voilà. Donc en fait, tu te dis, quand tu es toute jeune, bon, bah ça, je fais une croix là-dessus. Hein. Et justement, et tes médecins te le disaient d'ailleurs en plus. Hein. Tu disais, madame, c'est-à-dire que, oui. Voilà, au départ, en fait, c'est ce que les médecins disent. Alors, si tu veux, ce que médicalement parlant, je peux comprendre quelque part, mais d'un autre côté, en fait, on t'amène rien de positif, quoi. Et effectivement, quand on t'annonce tout ça, tu te dis, mais voilà, quoi, je n'ai plus pouvoir faire quoi que ce soit, quoi. Et donc jusqu'à ce que j'ai ce fameux déclic et à me dire, bah, de toute façon, cette maladie, elle ne se soigne pas. Donc ça, c'est certain. Aujourd'hui, la science, le médical ne sait pas faire. Enfin, à cette époque-là, mais encore aujourd'hui d'ailleurs, même s'il y a eu quelques avancées sur certains points. Et je me suis dit, de toute façon, voilà, que tu le veuilles ou non, cette maladie, tu l'as. Donc, dans tous les cas, il va falloir vivre avec. Donc, quitte à vivre avec, eh bien, autant faire des choses de façon positive. Alors, première chose que je me suis dit, c'est qu'un jour, oui, je vois que tu veux dire quelque chose. Et déjà, tu as commencé à ne pas suivre toutes les recommandations médicales. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, typiquement, quelque temps après, j'ai découvert le VTT. Le VTT et ce qui n'est surtout pas conseillé, a priori, ce qui est pas conseillé. Alors, comme dirait le professeur qui me suit, hein, me dit, je ne peux pas vous l'interdire, hein, vous faites ce que vous voulez, mais non, il ne faudrait vraiment pas en faire, quoi. Sauf que finalement, bah, le VTT, j'y trouve une passion vraiment extraordinaire. Et finalement, je me dis, mais voilà, le VTT, tu peux en faire finalement. Pourquoi on te l'interdit? À toi de doser, de faire attention, de faire les choses de manière différente, mais à toi de le faire, quoi, et de ne pas te préoccuper forcément de ce qu'on peut te dire à côté. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant non plus, attention, hein, je ne dis pas qu'on fait tout et n'importe quoi, mais c'est faire les choses de manière différente. Et du coup, je me… Ouais, Dominique, le point là, tu vois, sur lequel je voudrais qu'on fasse un arrêt sur image, c'est ce fameux déclic. Hein, c'est-à-dire, il y a un avant et un après. Exactement. Et le déclic, il y a l'après. Tu peux nous dire ce que tu ressens à ce moment-là? Tout à l'heure, avec Pierre, on parlait d'une espèce de libération. Ça y est, le projet, j'y vais. Alors qu'avant, il y a point d'interrogation. J'y vais pas. Oui, exactement. Alors, à ce moment-là, à cette époque-là, hein, parce qu'il y a eu plein de choses sur les 30-35 années qui ont suivi, mais à ce moment-là, effectivement, le déclic a été de se dire, voilà,
eh ben, on arrête de croire ça, on arrête comment dire, de se cantonner en fait à ce que les autres veulent faire de nous, alors que finalement, c'est nous qui vivons avec cette maladie. Et là, effectivement, je me suis autorisée, tu vois, le VTT, par exemple, je me suis autorisée des choses. Et oui, effectivement, comme Pierre, je pense que c'est libérateur. Et à ce moment-là, je me suis dit, eh ben, dans tous les cas, comme effectivement cette maladie, tu vas vivre avec, tu vas t'octroyer dans une année, il y a 365 jours, et dans ces 365 jours, tu vas t'autoriser 5 jours pour pleurer, pour crier, pour hurler ta haine par rapport à tout ça. Et ce qui fait qu'à côté de ça, il te reste 360 jours pour être positive et vivre ta vie comme tu souhaites la vivre. Voilà, et ça a été ce premier déclic, en fait, de me dire 5 jours dans une année, c'est rien. Et finalement, ça t'en laisse 360 à côté pour voir les choses de façon positive. Et effectivement, quelque part, c'est libérateur. Comment tes proches, ta famille, les gens qui te connaissent bien, comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils t'ont plutôt dit: «Écoute, c'est pas très prudent» ou ils t'ont encouragé? Alors, je pense qu'il y a eu ni l'un ni l'autre, si tu veux, puisque quelque part, à cette époque-là, tu sais, bon, on remonte quand même dans le temps, hein, ça fait presque 40 ans, enfin, ça fait 40 ans que je sais que j'ai cette maladie-là. Dans le temps, tu sais, c'était pas des choses dont on parlait forcément énormément. Alors même quand je me suis mise au VTT, je pense que ça a perturbé personne, si tu veux, parce que voilà, personne peut-être ne ressentait, parce que moi, j'ai jamais forcément dit non plus à cette période-là que toute la haine que ça pouvait me procurer à ce moment-là. Et après, voilà, enfin moi, j'avais des parents qui n'étaient pas là forcément non plus pour me mettre dans du coton quelque part non plus. Donc si tu veux, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu dans mon entourage forcément de réaction quelconque. La réaction, elle a plutôt été pour moi. Je me tourne à nouveau vers vous, hein, messieurs, dames qui nous suivez là ce soir. J'ai pas eu beaucoup de retours, sauf erreur, hein, sur le fameux déclic. Avec plaisir, hein, merci d'indiquer si vous avez une idée, hein, pour les personnes peut-être qui nous rejoignent là. Je suis avec Dominique Jorandon et est-ce qu'il y a eu un déclic, quelque chose qui a changé votre vie? Ça peut être un témoignage comme celui-là, ça peut être un livre, une rencontre. Voilà, qu'est-ce qui a changé votre vie? Et donc, Dominique, tu as, toi, vécu avec ça. Est-ce que autour de toi, on t'a dit: «Mais écoute Dominique, c'est curieux maintenant, on trouve que tu as peut-être plus le sourire». Alors, à ce moment-là, non, pas forcément, si tu veux. Je pense que ça se voyait pas forcément à ce moment-là. C'était vraiment moi. Alors la seule différence, c'est qu'effectivement, j'avais abandonné tout ce qui était, séance de kiné et cetera, parce que j'en avais ras-le-bol, hein, tout simplement, et que je trouvais mon bonheur dans le VTT. Et en fait, vraiment la chose qui m'a animée peu de temps après, et là aussi, je pense que c'était un déclic qui va se dérouler longtemps après, a été de me dire, eh ben, effectivement, aujourd'hui, tu es vraiment en train de démontrer qu'on peut faire les choses et de manière différente. Et là, je me suis dit, un jour, tu feras, et je ne savais pas quand, mais un jour, tu feras quelque chose, non pas pour défier le médical, mais pour collaborer plutôt avec le médical et démontrer que ça ne sert à rien d'interdire les choses, qu'on peut faire les choses différemment, certes, mais faire les choses. Et mon objectif, là, il était un petit peu à double. Alors, on va en parler, Dominique. Pardon, je te coupe. Tu as dit, j'ai entendu le mot heureuse tout à l'heure. Tu te sentais, je parlais de sourire, alors le sourire étant la partie visible un petit peu, hein, mais tu te sentais heureuse à partir du moment où tu t'autorisais justement Bien à sûr. faire quelque chose qui n'était pas dans les normes, au moins médicales, hein. Alors, je dirais que je n'étais pas heureuse de faire ce que le médical m'interdisait, mais au moins heureuse de faire ce que je Oui, voulais faire. Voilà, c'est c'était ça, ça, c'est en ça. fait, la Je, vraie chose, quoi. je reprends le slide tout à l'heure de Pierre. L'idée, c'est de s'autoriser, c'est ça, hein. Tu t'étais autorisé ça. Ouais. Exactement, et du coup, là, l'idée, en fait, à ce moment-là, c'était de me dire, tu feras deux choses, en fait. La première, c'est donc faire quelque chose que le médical t'interdit, non pas pour, j'allais dire: «Je fais l'interdit», mais pour démontrer, en fait, que l'interdit ne servait à rien. Et la deuxième chose, c'était de dire: «Tu vas faire quelque chose que ta musculature, en fait, ne te permet pas de faire, à Mmh. la base».
mais que finalement, encore une fois, de manière différente, on peut faire. Et là, derrière ça, à cette époque-là, dans ma tête, la seule personne qui pouvait m'accompagner pour faire ce genre de choses était un sportif de haut niveau. Parce qu'il y a des valeurs à avoir, c'est-à-dire de se dépasser, de savoir où on va, de savoir pourquoi on y va, de coacher derrière, d'avoir le mental, etc. Et ça, je me disais, en fait, c'est des valeurs qu'un sportif de haut niveau, peut avoir. Et puis les années passent, et puis voilà, tu restes dans un engrenage un peu du quotidien, et puis les choses ne se font pas. Alors attends, avant d'aller plus loin, tu es d'accord aussi avec ça? Exactement. Exactement. Seul, on ne fait rien. Je regarde les commentaires. Merci Karine hein, d'écrire ce commentaire. Le déclic est souvent vécu après un accident de la vie. Absolument, oui. Quelle sagesse, Dominique, écrit Mathieu. Alors, on va parler maintenant de cette rencontre et de ce, parce que seul on ne fait rien, et de ce que vous avez construit ensemble. Rencontre Alors, magnifique. Et tout ça, bon là, ça fait combien, un quart d'heure qu'on parle, hein, mais il se passe des années. Hein. bah, il se passe, je pense, ouais, entre 30 et 35 ans à peu près. Je ne sais pas exactement le limiter, mais effectivement, un jour, je décide, c'était le 31 décembre 2020, très exactement, de dire, mais j'en ai marre finalement de ne pas vivre ce que je souhaite vivre complètement, de vivre ce que les autres m'imposent quelque part. Hein. Et je décide de prendre un tournant dans ma vie et de dire, maintenant, je vais vivre pour moi. Et je rebondis sur ce que disait Pierre tout à l'heure, parler d'égoïsme, mais en fait, ce n'est pas de l'égoïsme, parce que ça ne veut pas dire que quand tu décides de faire les choses pour toi, que tu oublies les autres et que tu ne penses pas aux autres. Et à ce moment-là, j'ai dit... Pardon Dominique, Oui. je te coupe hein, souvent, mais c'est pour, tu vois, on ne peut donner aux autres que ce que l'on a. Hein, et donc, on a besoin aussi de se recharger en Exactement. émotion, en énergie pour pouvoir redonner aux autres. Hein, Exactement. et c'est pas de l'égoïsme. Hein. Non, 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 voilà, exactement. Ça, c'est vrai que je le dis souvent, mais c'est vrai que c'est pas de l'égoïsme, ça n'empêche pas de continuer d'être avec les autres. Et du coup, première chose que j'ai voulu faire était de créer ma propre structure, sortir de ma vie de salarié pour me lancer de mon propre chef. Et tu as choisi le meilleur moment puisqu'on est en plein Covid à ce moment-là. Hein. Exactement, exactement. Et du coup, je décide de me faire aider parce qu'effectivement, ça rebondit sur ce que tu disais tout à l'heure, hein, seul, on n'arrive pas forcément à faire les choses. Et je fais le choix, en ayant un petit clin d'œil à Nicolas Rimbaud qui est avec nous ce soir et qui était avec toi lundi soir. Je Ouais, je le rejoins salue. Salut Nico. exactement, exactement. Et je rejoins une formation avec Nico en tout début d'année 2021. Cette formation était un peu sur du long terme et on fait une immersion sur Lyon. On avait plusieurs immersions sur différents endroits. Et à cette formation, Nico nous dit aujourd'hui, on aura un intervenant qui viendra nous voir cet après-midi. OK. Et finalement, cet intervenant est venu et cet intervenant a changé beaucoup de choses dans la suite de ma vie. Cet intervenant, c'était Rémi Camus, donc aventurier, explorateur, etc., qui était là. Le monsieur qu'on voit en photo ici. Hein. Exactement. Même s'il rigole pas sur la photo, et moi non plus d'ailleurs, mais c'était pas comme ça, dans ces conditions qu'on s'est rencontrés. Mais tu vois Dominique, c'est ça que je trouve magnifique. Je posais la question tout à l'heure à Pierre, est-ce que Pierre, tu crois au hasard? Le voilà au salon nautique, son regard, tu as entendu depuis le début, hein, Dominique, hein, son regard est attiré vers ce stand où il y a ce qu'il appelle cette coquille de noix. Il discute avec un petit monsieur, certainement qu'il n'y aurait pas eu de discussion si ça avait été un gros balèze. Et il discute et le voilà parti dans cette aventure. Et toi, tu vas dans ce séminaire organisé, animé par Nicolas Rimbaud, tu fais la rencontre de Rémi, et là, la vie a changé. Et là, la vie a changé, en fait, parce que bon, le Rémi nous a expliqué un petit peu sa vie, etc., tout ce qu'il a fait, ce qu'il était, ce qu'il est devenu. Et puis, avant de repartir, Rémi nous dit bah, tiens, dans une petite semaine, je vais attaquer la descente de la Loire en radeau. Alors, le hasard, ou pas, je dis à Rémi, ah ben tiens, c'est marrant, que tu vas passer pas très loin de chez moi. Il me dit, mais t'es d'où? Alors je lui dis, à côté de Bourges. Il me dit, tiens, c'est bizarre parce que moi, je suis aussi originaire de Bourges. Donc en fait, on a vécu des années à 30 km l'un de l'autre sans se connaître.
Et Rémi me dit, puisque tu n'es pas loin, tu n'as qu'à venir nous voir, on fera la descente de la Loire en radeau. Et en fait, c'est parti comme ça. Et ouais, à ce moment-là, en fait, alors même si j'avais été bluffée par ce que Rémi nous avait raconté, si tu veux, il n'y avait rien encore qui avait émergé chez moi. Et c'est 5 jours plus tard où, à un moment donné, je sentais que je n'étais pas bien. Il y avait quelque chose qui se passait, mais je ne savais pas quoi. Une grosse charge émotionnelle, mais sans la comprendre, en fait. Et là, d'un coup, 5 jours plus tard, je me suis dit, mais ça y est, mais j'ai compris ce qui se passe, en fait. Rémi pourrait être la personne qui pourrait t'accompagner pour ton défi. Alors, je ne sais pas si tu imagines, mais ça faisait plus de 30 ans, 35 ans que j'avais ça dans la tête. Et là, d'un coup, d'un seul, en fait, ça vient ressurgir. Et du coup, les planètes s'alignent, comme on dit. Hein. Exactement. Et donc, une dizaine de jours après, je recontacte Rémi qui avait attaqué la descente de la Loire. Il me dit, écoute, tel jour, on est à la Charité-sur-Loire, viens nous rejoindre. Et avec ma fille qui habite à Charité-sur-Loire, je vais retrouver Rémi, on y va toutes les deux. Et en fait, c'est là où tout a réellement débuté, puisque à ce moment-là, Rémi a vu mes difficultés. Rémi m'a aidé dans mes difficultés. Et alors, j'insiste souvent là-dessus, c'est que Rémi m'a aidé sans me faire mal. Et très souvent, les gens, en voulant m'aider, me font mal. Alors, ça part toujours d'une très bonne intention. Il n'y a vraiment pas de choses négatives là-dedans. Mais en fait, on ne sait pas comment faire. Et très souvent, on me fait mal. Et Rémi, lui, ne m'a pas fait mal. Et là, ça a fini de monter en ébullition dans ma tête. Et avant de repartir, je lui dis à Rémi, j'étais le chercher loin, celui-là, hein, à l'époque, de lui dire, Rémi, je voudrais te parler de quelque chose, en fait, en lien avec mes difficultés. Est-ce qu'on pourrait se reparler ? Et Rémi me dit, écoute, t'attends qu'on ait fini la Loire en radeau, et puis tu me rappelles et on se cale une visio. Et là, il ajoute, si je peux faire quelque chose pour t'aider, je le ferai. Alors qu'en fait, il ne savait pas du tout de quoi j'allais lui parler. Et donc, il a fini la Loire à radeau. Je l'ai recontacté. 2 jours après, on était en visio. Je lui expliquais mon projet. Ton projet. Et Rémi me disait, je t'accompagne. Waouh. Et donc, là, tu ressors le VTT. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, je sortais d'une grosse période très compliquée médicalement parlant. J'ai eu 3 opérations des pieds en 2 ans, dont 2 en 9 mois. La dernière qui était une greffe osseuse, où on m'a pris de l'os sur le tibia pour me greffer au pied, que rien n'était certain que ça se remette, tout ça. Et donc, j'ai fait 17 mois de marche avec les béquilles. Et en fait, j'ai quitté les béquilles fin avril 2021 et la visio avec Rémi était en juin 2021. Et en fait, quand j'ai quitté les béquilles, ce jour-là, je ne pouvais plus et j'ai pris le VTT. Je suis repartie avec mon VTT parce que j'en avais vraiment marre. Il fallait que je remonte sur le VTT. J'ai fait 3,5 km parce qu'en fait, j'avais tout perdu. J'avais plus de musculature. J'avais rien fait dans cette période d'opération qui était en plus sur le Covid, etc. Et quand j'ai repris le VTT, 3,5 km. Et là, je me suis dit, à chaque fois que tu vas remonter sur le VTT, c'est-à-dire que tu vas essayer d'en refaire tous les week-ends, à cette période-là, je ne savais même pas si j'avais le droit d'en refaire, hein, mais ce n'était pas grave, j'en refaisais quand même. Et je me suis dit, à chaque fois, tu ne feras pas moins. Tu feras à minima le même trajet et si tu peux faire plus, tu le feras. Par contre, dès le mois de juin où Rémi m'a dit, je t'accompagne, alors là, ça a décuplé beaucoup de choses. Et alors, je m'étais fixée, à l'époque, je me souviens, quand j'avais repris, je m'étais dit, à la fin de l'été, ce serait bien si tu pouvais être remonté à 20 km. Voilà, c'était mon objectif. Et je crois que les 20 km, ils étaient atteints à mi-juillet, quelque chose comme ça, parce qu'en fait, il y avait le projet qui était là derrière et ça te donne une énergie que tu ne te connaissais pas quelque part. Alors voilà, toi, c'est pas l'Atlantique, mais chacun ses projets, peu importe. Ouais, exactement. Chacun son Everest, hein, j'allais dire, chacun son Mont Blanc. Et toi, c'est l'idée que j'aimerais un peu, sur lequel j'aimerais un peu zoomer. Le projet, ça donne une force terrible, quoi. Hein. Ah mais c'est extraordinaire. Et tout à l'heure, j'entendais dire, comment il s'appelle, Pierre, quand on a un projet, finalement, on trouve le temps de le faire. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai dit à Rémi un jour, je dis, mais quand je regarde en arrière, je me demande comment j'ai fait pour tout faire. Donc, parce qu'en fait, tu as vécu pendant plus de 50 ans, je dirais, sans t'épanouir dans ce projet-là. C'est ça, hein? Exactement. Il était dans ma tête. Voilà. Alors, je dirais pas plus de 50 ans, mais le projet en lui-même, j'allais dire, c'était entre 30 et 35 ans, quoi. Donc, alors, est-ce qu'on peut dire, tu vois, Dominique, est-ce qu'on peut dire, tu vois,
j'ai un projet en tête, il y a un déclic, des planètes qui s'alignent et on passe à l'action. Mais c'est Tu te complètement revois ça. là? Ouais. Exactement, c'est ça. Après, je dirais, la seule chose, c'est qu'à un moment donné, alors tu parles de déclic, moi je dis, c'est qu'à un moment donné, il faut juste se dire, voilà, il faut oser le faire, il faut croire en soi, parce que, à un moment donné, voilà. Et je pense que le seul déclic, il est là. On revient là-dessus, hein? Exactement, exactement. Et alors moi, je dis souvent, parce que souvent, et vous avez parlé de courage tout à l'heure, souvent on me dit: «Mais quel courage?» Et alors moi je dis: «Mais non, non, je n'ai aucun courage dans cette histoire. En fait, j'avais juste un objectif. Je savais pourquoi je voulais faire les choses, je savais où je voulais aller, je savais ce que je voulais en faire et après, c'est que de la détermination, de la volonté de vouloir le faire et tu te poses plus aucune question. Moi, j'avais la formation de Nico, je créais mon entreprise, j'ai commencé à me préparer physiquement pour le défi. Enfin, j'ai fait une multitude de choses en même temps et c'est vrai que sans ce projet-là, sans cet objectif, je pense que j'aurais jamais fait tout ça et c'est Écoute, vraiment ça. tu vois, tu lis comme moi, Dominique, hein, les commentaires. Lucrèce, Je les quelle vois pas moi force. les commentaires. Ah, tu les vois pas? Alors Non, écoute, je non. te les lis. Ou alors Quelle, quand que quelle ça y force, est. Dominique, respect. Martine qui dit c'est incroyable cette volonté, vraiment bravo. Magnifique témoignage, il n'y a pas de hasard, que de belles rencontres. Karine qui dit s'autoriser à être heureuse malgré tout. Bravo Dominique. Tu te rends compte, Dominique, que là, en quelques mots, ton expérience rassure, ça fait chaud au cœur, hein. Moi, Mais moi, j'aime c'est bien mon dire. seul objectif. Tu sais, tout ça, je dis toujours, je le fais pas pour moi, je le fais pour les autres. Parce qu'en fait, voilà, je veux dire, faire les choses pour soi et ne pas les partager et pas donner de l'espoir aux autres, pour moi, ça n'a pas de sens. Et vraiment, Alors, l'objectif de tout ça, c'est de donner du sens et de donner de l'espoir. et tu le dis avec le sourire. Donc, tu partages et tu as partagé. Alors, on va parler du deuxième point, tu vois ce que je veux dire, hein, parce Mhm. qu'il vient de sortir je vais dire, du four, hein, si tu me permets l'expression. Mais C'est ça. partager, déjà, c'était un film. Donc, on voit Rémi ici et toi en gros plan. Donc, et on vous voit ici sur un tandem, en fait, hein, c'est ça? Exactement. Sur la levée de la Loire et donc on vous voit ici et donc ça a donné naissance à un film. Exactement. Puisque on a décidé tous les 2, parce que mon projet, en fait, je savais ce que je voulais en faire, mais après quel défi à proprement parler je voulais faire, je ne savais pas à l'époque. On l'a défini tous les 2, Rémi. On l'a fait en bord de Loire parce que il y avait beaucoup de sens à ce bord de Loire parce que j'allais dire, notre deuxième rencontre avec Rémi était en bord de Loire, c'est là où tout s'est déclenché. Et en fait, VTT, parce que quelque part le VTT m'est interdit médicalement parlant, donc c'était ce que je voulais démontrer qu'on pouvait en faire. Et sur une longue distance, pour dire ma musculature ne me le permet pas. Et donc, à 2, sur un tandem, on peut le faire. Et effectivement, autant pour Rémi que pour moi, en fait, faire cette aventure sans avoir d'objectif de transmission et de partage derrière, ça n'avait aucun sens. Donc, on a décidé d'en faire un film et on a été accompagnés sur tout notre périple pendant les 10 jours d'aventure par William Jiquel, notre vidéaste qui nous a suivis, voilà, 24-24, hein, qui était avec nous au quotidien, pour faire ce film qui s'appelle À 2 sur un vélo et qui dure 24 minutes et qu'on espère pouvoir retransmettre à une multitude de gens, non pas pour nous, mais encore une fois pour les autres, pour démontrer et donner de l'espoir. Et on a déjà fait pas mal de restitutions et les retours que j'ai, tu vois, quelqu'un qui a la même maladie que moi qui m'a dit: «Mais j'avais un projet en tête que le médical m'interdisait, donc je ne me l'autorisais pas et maintenant, que j'ai vu le film, je vais me l'autoriser». Donc rien que ça, voilà, je me dis, ce que tu voulais faire, ça fonctionne et tu donnes de l'espoir aux autres et c'était vraiment ça ce qu'on voulait faire avec Rémi, quoi. Donc voilà, le faire pour soi, ça n'a Donc, pas de sens, le faire pour les autres, voilà. donc vous avez fait le tour, hein, tu m'avais expliqué à la rentrée de septembre, hein, de quelques cinémas, hein, sur la région là, Ouais. du Cher, hein. Alors, on a fait, au mois de septembre, on avait fait une mini tournée, en fait. On avait fait Nevers, dans la Nièvre, on a fait Cosne-sur-Loire dans la Nièvre. Ensuite, on a fait Orléans et on a fait, Tours après. L'objectif, Hmm. c'était de se dire: «On refait la Loire, non pas en vélo, mais en ciné-débat». Et ça, c'est d'excellents retours, on en a fait d'autres, hein, en ciné-débat, en entreprise, en EHPAD,
sur les festivals d'aventure, etc. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je dis, mais même si ça touche une personne, c'est déjà extraordinaire, quoi. Bien Et sûr. ouais, c'est. Alors, je vais dire, Dominique, là encore, c'est rien. On n'a rien vu. Je ne sais pas. Ah si, moi je sais bien. Donc, voilà un livre, c'était un rêve, tu as écrit un livre qui est sorti hier. Exactement. Il est sorti hier, donc voilà, c'est une période émotionnellement parlant qui est un peu chargée, mais ce n'est que du bonheur. Et en Parce que tu as fait, beaucoup travaillé. c'est 3 ans de travail, le livre. Et en fait, pour la petite histoire, parce que je pense que quand tu dis il n'y a pas de hasard, on est bien d'accord. En fait, ce livre, j'ai commencé de l'écrire le jour où Rémi m'a dit OK pour qu'on se fasse une visio, tu me rappelles quand j'ai fini ma descente de Loire en radeau. Et là, les émotions étaient telles que j'ai dit mais il fallait que je trouve une solution en fait pour extérioriser tout ça. Et je suis rentrée chez moi et je me suis mise à écrire. Et là, en écrivant, je me suis dit mais en fait, tu en avais un autre, un rêve. C'était justement de pouvoir publier un livre un jour. Et là, tu as commencé d'écrire, et alors ton prochain défi, ce sera d'écrire ce livre et de raconter tout ce tournant dans ta vie, depuis ce moment où tu as décidé de prendre ce grand virage. Et tu iras jusqu'à ce que le défi de la Loire à vélo se fasse avec le retour derrière. Et donc, voilà, dans ce livre, j'y raconte voilà, tout ce tournant, toute la préparation de la Loire à vélo, parce que c'était une grosse préparation pour moi, avec tous les aléas que j'ai rencontrés, qu'on a rencontrés avec Rémi, parce qu'il y a eu plein de moments de bonheur, mais il ne faut pas se leurrer non plus, il y a eu des embûches, il y a eu des choses à surmonter, que ce soit en organisation, que ce soit médicalement parlant pour moi également, des problèmes logistiques côté Rémi, etc. Mais voilà, ça retrace tout ça et voilà, encore une fois, tout ça pour redonner de l'espoir, pour faire voir à chacun qu'à un moment donné, il ne faut rien se refuser dans la vie. Il faut savoir donner un coup de pied dans la fourmilière et puis croire en soi et avancer derrière. Tu dis Et c'est là, beaucoup d'émotions. Beaucoup ouais, d'émotions. oui, inévitablement, parce que quelque part, pour moi, c'était un énorme changement. Et là, je veux faire aussi un petit clin d'œil à Nico, parce que il y est pour beaucoup dans tout ce démarrage. Et je me souviens d'une fois où Nico me boostait en me disant mais maintenant il faut y aller, quoi, dans l'accompagnement qu'on faisait pour la création d'entreprise. Et je me rappelle avoir dit à Nico à un moment donné mais Nico, tu te rends pas compte du chemin que j'ai parcouru? Et il me dit ah si, je me rends compte, parce qu'il dit avoir osé aborder Rémi, il fallait vouloir le faire. Et je me souviens de ce passage-là. C'était en soi une performance. Donc oui, c'était beaucoup d'émotions, parce que voilà, il y avait plein de choses qui se sont bousculées d'un coup d'un seul, et je pense que c'est ça qui m'a donné aussi tout cet élan, et de dire voilà, maintenant il faut y aller, la porte s'est ouverte et il faut y aller, quoi. Alors, ça pose aussi, Dominique, la question des gens qui sont autour de soi et qui t'encouragent finalement, et qui sont des révélateurs, ce qu'est Nicolas Rimbaud, un révélateur de rêves. Donc, ou tu sais comme on dit en photo, c'est ça, le premier produit à l'époque où on faisait des photos, ça s'appelle un révélateur. Et donc, le papier, il existe, le papier est déjà imprimé, mais il faut un produit, si tu veux, pour que l'image apparaisse. Et donc, tu vois, ça pose la question autour de soi, on a tous besoin, me semble-t-il, de gens qui jouent ce rôle de révélateur. Alors, je vous pose la question, messieurs, dames, à vous qui êtes à 19h48 à nous écouter. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a autour de vous des gens qui vous encouragent, suffisamment en tout cas, des gens qui vous encouragent, qui sont révélateurs, qui vous disent, et exigeants en même temps, vas-y Dominique, avance. Voilà, c'est la question que je souhaite vous poser. Merci de vos commentaires par avance. Donc, Dominique, pour parler de Nicolas, c'est quelqu'un qui joue effectivement un rôle là, important. Oui, et puis voilà, et qui a permis cette rencontre. Enfin, moi, d'ailleurs, dans mon livre, je le dis au démarrage. Donc, voilà, c'est une visio avec Nico a changé ma vie, et une visio avec Rémi a bouleversé ma vie, quoi. Donc, c'est incroyable.
Alors, quand on a fait… Bon, alors d'abord, il faut que tu nous en dises, s'il te plaît, un petit peu plus sur ton livre, parce que ton livre, il faut qu'il soit lu, et pour être lu, il faut l'acheter. Donc, est-ce que tu peux nous dire… Bon, là, il vient de sortir des Oui, c'est presses. tout neuf, hier. Donc, moi, je n'ai pas encore mon exemplaire. Donc, C'est ça, donc je t'avais demandé, et puis je te remercie, c'est cette photo-là, pour qu'on la montre là ce soir. On pourra trouver ce livre où, Dominique, est-ce que tu peux nous donner des renseignements, ou les personnes qui nous écoutent, qui veulent l'acheter, où est-ce qu'elles peuvent se renseigner? Alors, le livre, il est disponible dès maintenant, sur le site, de mon éditeur, donc les éditions Amalthée. On peut le retrouver sur leur site. Il est D'accord. également disponible sur, la Fnac, sur, Cultura, sur Amazon et alors très prochainement, je pensais arriver à tout cadrer là pour la sortie du livre, mais j'ai pas pu. Très prochainement, il sera accessible aussi sur mon site internet, donc sur, Ouais. www.rhserenité.fr. Donc, il est en train de tout en pleine refonte là actuellement. On n'a pas tout à fait terminé, mais après on pourra le récupérer aussi, sur mon site avec possibilité de dédicace, derrière. En attendant, on peut Alors, toujours me contacter par mail pour trouver des solutions. demain matin, de toute façon, messieurs, dames, vous recevrez aussi, les personnes inscrites, le replay. Et dans le replay, je mettrai toutes les coordonnées du livre de Dominique, que vous pourrez donc acheter et peut-être offrir pour les fêtes de Noël. Commentaire de Martine: malheureusement, dans mon environnement proche, je n'ai que des tueurs de rêves, mais je les combats et je vais chercher ces révélateurs ailleurs. Bon. Philippe qui écrit: la fureur de vivre, bravo Dominique. Lucrèce, félicitations, écrivaine, actrice, femme incroyable, bravo. Bon, tu as des supporters, Dominique. Mais après, tu vois, pour rebondir sur le message de Martine, en fait, moi j'étais longtemps dans ce contexte-là, en fait, à pas vouloir aller au bout des choses, finalement, de s'interdire les choses. Ouh là là, il me dit que mon niveau de batterie est faible, mais bon, ça devrait le faire. À s'interdire les choses, en fait, et sauf qu'à un moment donné, je sais pas, il faut se dire, mais peu importe l'entourage, en fait, quel qu'il soit, que ce soit famille, que ce soit ami, que ce soit professionnel, que ce soit enfin, tout notre environnement, se dire à un moment donné, eh bien, j'y vais. Peu importe. Pierre le disait un petit peu aussi tout à l'heure, en fait, quand il disait qu'il avait décidé et que finalement, voilà, à un moment donné, si on a envie, pourquoi se le refuser? Il faut aussi que chacun accepte les choses, je pense, dans l'environnement. Et ce déclic, quand il est fait, en fait, finalement, les gens comprennent après. Parce que comme disait Pierre aussi tout à l'heure, c'est que quand les gens voient aussi tout l'acharnement qu'on met en fait à se préparer, à aller au bout des choses, finalement, là, les gens comprennent que, à un moment donné, c'est vraiment ce qui tient à cœur et c'est vraiment ce qui nous fait avancer, quoi. Comment va la santé, ta santé? Oh Est-ce bah, que ma tu trouves santé, que on dit qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit. Est-ce que ça n'a pas dégradé ta santé, le fait de non, 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 travailler non, parce ton que rêve? j'ai tout de suite, derrière, en fait, alors déjà, j'ai eu une préparation médicale aussi, ça, on ne l'a pas dit, mais je suis pas partie comme ça sans me poser aucune question, J'ai vraiment eu, pas mal de choses, le professeur qui me suivait, le chirurgien qui me suit pour les pieds, le cardiologue, podologue, pédicure, enfin, voilà, mon ancien médecin traitant qui était joignable 24/24, pendant la Loire à vélo, de façon à ce que si on avait un petit pépin quelconque, qu'on puisse, le contacter. Donc, enfin, voilà, il y avait toute cette préparation-là et donc au retour d'aventure, j'ai eu un check-up, tout de suite derrière et vu ce qui nous est arrivé et la blessure que j'ai eue pendant ce périple, il fallait quand même être vigilant effectivement derrière. Donc, je vais juste récupérer mon câble, Franck, parce que je crains que ça nous coupe. Alors, Juste pour 2 secondes, excuse-moi, le temps, si tu veux relire les… je t'en prie, vas-y Vas-y. Dominique. Tu sais, pour la petite histoire, je meuble, pour la petite histoire, ça m'est arrivé aussi un jour, en direct, j'avais pas branché mon ordi sur le secteur et évidemment, ça m'a posé un petit souci. Donc, il a fallu que je décroche. Et là, Dominique, heureusement que ta prise de courant n'est pas très loin. Désolée Voilà, pour ce petit intermède.
Laissons passer une page de publicité. Alors, c'est quoi tes prochains projets, Dominique? Eh bien, écoute, Parce que tu vois, c'est une question que j'ai pas posée à Pierre. Quand tu as traversé l'Atlantique, bah, tu fais quoi? Et alors toi, donc on peut parler d'exploit sportif hein, pour toi, compte tenu de ta santé. Un film, un livre. La prochaine étape, c'est quoi? la prochaine étape, alors je sais pas. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, c'est très révélateur de plein de choses et tu n'as pas envie de t'arrêter là. Hein. Tu te dis, je vais continuer à refaire des choses. Donc c'est vrai que 2023, c'était la Loire à vélo. 2024, c'était le livre. 2025, ben, je sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne s'arrêtera pas là. Voilà, j'ai des choses qui commencent à émerger, mais tu sais aussi que j'aime pas révéler les choses tant qu'elles sont pas concrétisées. Donc voilà. Mais voilà, j'aurais vraiment envie de refaire des choses, ça c'est certain. Si, tu vois, les personnes nous écoutent là, hein, si tu avais des conseils, quitte peut-être à répéter, tu vois, ce qu'on se disait tout de suite, si tu avais des conseils à donner à des gens peut-être qui, bah, pour des questions de santé, hein, véritablement, se limitent, hein, en disant: «Je suis pas capable», quels conseils tu leur donnerais pour, passer justement, passer à l'action? Alors, pour passer à l'action, c'est plutôt, j'allais dire, je pense qu'il y a un gros travail aussi déjà par rapport à l'entourage. Parce que souvent, on se met des limites, mais on se met des limites parce que l'entourage le met. Alors, c'est pas malveillant, c'est juste par protection. Et je pense qu'à un moment donné, il y a déjà cette partie-là, en fait, où il faut aussi dire à l'entourage, stop, stop. Moi, je sais que j'ai quelqu'un dans mon entourage, à un moment donné, enfin, dans mon entourage, une personne que je connais, et qui, après avoir vu ce que j'avais fait, elle me dit, mais moi, elle m'a dit, j'en peux plus, mon mari ne veut pas que je fasse ça. Je lui dis, mais explique-lui, en fait, que tu sais, c'est à toi de doser. Alors, effectivement, il faut surtout pas se mettre en danger. Je veux dire, à un moment donné, il faut savoir faire la part des choses, quoi. Mais entre ne rien faire et commencer à faire des petites choses, moi, si on m'avait dit qu'un jour, je finirais à faire 4 séances d'entraînement de sport par semaine, voilà, jamais je l'aurais cru, sauf qu'à un moment donné, j'ai dit, ben, voilà, on va y aller, step by step, et puis ça m'a emmené là. Donc, c'est effectivement se dire, je peux faire les choses. Alors, on ne va pas forcément faire les choses comme les autres, hein, parce que moi, la Loire à vélo, je ne l'ai pas fait comme des milliers de personnes la font tous les ans. Je l'ai faite en tandem avec Rémi parce que je n'avais pas la force nécessaire de pouvoir le faire sous forme de défi médico-sportif, hein, parce qu'on était bien dans un défi médico-sportif. Voilà, mais on peut faire les choses, se dire qu'on peut les faire de façon différente, mais les faire. Et ça, je pense que quand on comprend ça, de se dire, voilà, je vais faire comme je vais pouvoir, en fonction de mes capacités, mais au moins, je vais les faire. Et puis, je dirais qu'au final, même si quelque part, on n'arrive pas à faire ce qu'on avait voulu faire, au moins, on a essayé. On n'a pas de regret de se dire, j'avais ça en tête, je voulais faire ça, c'était mon rêve, mais finalement, je ne l'ai jamais fait. Voilà. Au moins, on a tenté de le faire. Et même si on n'a pas fait les 100% de ce qu'on voulait faire, même si tu n'en fais que 50%, bah, c'est déjà merveilleux, quoi. Et puis je reprendrai l'idée exprimée hier soir par Mélinda Limoges, hein, experte en neurosciences, qui nous expliquait qu'en fait, le cerveau croit tout ce qu'on lui dit, ce qui est vrai comme ce qui n'est pas vrai. Et il suffit parfois de se le répéter, même à voix haute, je suis capable, je vais le faire, etc. etc. Et le cerveau, à partir de ce moment-là, trouve lui-même, j'allais presque dire, des plans d'action et ne vous interdit plus les choses. Oui, écoute, et puis, encore une fois, la notion d'objectif, enfin, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai en tête, de dire, il y a l'objectif. Tant que tu n'as pas d'objectif, tu ne sais pas où tu vas finalement, alors pourquoi tu vas essayer de faire quelque chose pour y aller? Et après, step by step, quoi, il faut se mettre des petits jalons, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, à la limite, le plus important, c'est pas tellement la ligne d'arrivée, hein, c'est le chemin pour y aller. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah ben non, et c'est ce que j'explique d'ailleurs dans mon livre, hein, c'est qu'à un moment donné, il me fallait, il y avait l'objectif qui était au bout, on est bien d'accord, mais il me fallait tous ces petits jalons, en fait, plein de petits défis en fait intermédiaires que je me mettais. Là, tu dois être arrivé à tant de kilomètres, là, tu dois avoir fait ça, là, tu dois avoir fait ça. Et en fait, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, je suis allée au bout, quoi. C'est cette notion d'objectif pour moi qui est super importante. Oui, est-ce qu'une autre tournée des salles de cinéma est prévue, Dominique?
Alors, Où est-ce qu'on peut voir le l'objectif. film? Autrement dit, est-ce que ça Alors, s'achète? Est-ce que sur YouTube? alors, Est-ce que le film est visible depuis peu sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Rémi Camus. Donc, on peut le d'accord, donc retrouver Rémi, là. OK, Voilà. Et avec Rémi, voilà, on espère refaire peut-être la deuxième partie de la Loire à vélo pour aller jusqu'à Saint-Brévin où on était arrivé. Et puis, en fait, on fait aussi les choses sous forme de conférences avec la projection du film en entreprise, etc. On a 2 prochaines conférences là, de prévues le 9 décembre, là dans une école. autour de Et Bourges, hein. donc, oui, alors bon, après, nous, on est ouvert à tout, j'allais dire, dès l'instant, voilà, il y a les frais de déplacement, bien entendu, pour y aller. Mais voilà, après, on est ouvert parce que le film en lui-même, c'est quelque chose, mais il n'y a pas tout dans le film. Je dirais, il n'y a pas la moitié des choses dans le documentaire, il n'y a pas tout ce qu'on a vécu au quotidien. Et c'est vrai que pouvoir en discuter, comme on le fait avec les gens chaque fois qu'on fait les ciné-débats ou sur les festivals d'aventure, etc., c'est vraiment extraordinaire. Donc, on est vraiment ouvert à tout ce que l'on peut faire en restitution et on va bientôt avoir un site internet qui va être dédié à la Loire à vélo. Dominique, merci beaucoup. On arrive au terme là, qui est passé très vite, hein, de ces Oui. 3 quarts d'heure. Et ce que je voudrais vous dire, messieurs, dames, c'est qu'on a parlé depuis le début de la semaine finalement de la zone de confort. On parle de dépasser ses limites. On parle d'audace. On parle de motivation, d'engagement. Et on est là pendant 3 quarts d'heure à chaque fois avec mes invités à sensibiliser, à avoir déjà une information. Et puis, là, aujourd'hui, avec Pierre et avec Dominique, on a parlé d'action. Et pour passer à l'action, hein, comme on se le disait tout à l'heure, passer à l'action seul, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Voilà, je remets le slide ici. Hein. Seul, on n'y arrive pas. Donc, il faut s'autoriser et procéder à un changement. Sinon, les idées qu'on évoque ne restent que des idées sympathiques. Hein. On a passé une bonne soirée, mais on n'a pas implémenté, on n'a pas expérimenté, on n'a pas, j'allais dire aussi, progressé. Voilà, donc ce séminaire est fait pour vraiment les managers, les dirigeants qui souhaitent franchir un cap et aller plus loin dans la construction du collectif, toujours évidemment au service des objectifs de l'entreprise. Alors, vous recevrez, messieurs, dames, dans quelques petites minutes, un mail avec les informations sur ce séminaire. Et je rappelle que pendant toute la durée du sommet, donc jusqu'à demain soir 20h, il y a un tarif réduit de 20%. Et si vous venez à 2, maximum 2 par entreprise, ce tarif est réduit de 30%. Voilà, Dominique, il me reste vraiment à te remercier. Merci à toi, surtout, de m'avoir invité. Je ne pouvais pas ne pas t'inviter. Je te connais depuis déjà quelques temps. Et quand j'ai construit ce séminaire-là, pour tout vous dire, messieurs, dames, tout ça est à cause, aux grâces de Nicolas Rimbaud, eh bien, j'ai tout de suite, j'ai dit, mais Dominique, oui, forcément avec ce que tu fais. Alors, tu ne fais pas de conférences, mais tu fais des livres et un film. Voilà. Et les autres ont qu'à bien se tenir. Voilà. Demain soir, on va faire la connaissance. Vous allez sans doute faire la connaissance, messieurs, dames, d'un garçon qui est ici, que je vous montre en photo, qui s'appelle Christophe Bichet, qui lui aussi a des pépins de santé. Et il fait de l'escalade. Aujourd'hui, il est conférencier anti-plainte. Et pourtant, il a 1001 raisons, il aurait 1001 raisons de se plaindre. Et je pense qu'on pourrait finalement mettre en lumière et superposer son parcours au tien, Dominique. Ça va être absolument passionnant. Donc, demain, Christophe Bichet, 18h30. Et puis, on va terminer par Michel Poulart. Michel Poulart est un conférencier qui intervient en France, mais aussi à l'international. Il a un discours magnifique, inspirant sur l'audace, la motivation et l'engagement. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Dominique, mille merci.
Et à demain, messieurs, dames, à demain. Merci de votre participation, d'être resté aussi tard. À demain, 18h30. De tout temps, l'être humain a cherché à grandir, à progresser, à se dépasser. Combien de prouesses, d'exploits, de projets fantastiques, de paris fous ont été réalisés grâce à la motivation. Chaque humain est doté d'un potentiel illimité que seule la motivation peut révéler, peut sublimer. La motivation est une énergie inépuisable disponible en permanence qui peut être transmise. Avec elle, l'impossible devient possible.